Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Nouvelles de Hugo. Un texte écrit par Hugo Bartoli, lu par Laurence. « 10 021 West Wanda Drive. » Tout avait commencé par un grand éclat de rire. Un rire proprement hystérique de quelques dizaines de secondes qui résonne dans l'un des plus grands chefs-d'œuvre dramatiques du 7e art, Sunset Boulevard. Le rôle d'Yvette Vickers était plus que mineur, et le générique ne la mentionnait même pas. Juste une fausse blonde insolente de 20 ans avec un joli décolleté comme on en croisait par milliers dans les agences de casting de la ville. Une gamine blonde qui gigotait devant la caméra en gloussant, un combiné de téléphone en main, une seule ligne de dialogue au milieu de ce rire entêtant. Mais c'était un début. Billy Wilder avait fui l'Europe 15 ans plus tôt à l'avènement du nazisme. Une partie de sa famille demeurait en Autriche, dont sa mère fut exterminée dans des camps de concentration. Depuis, il s'était principalement illustré dans l'écriture de scénarios, dont celui de Ninotchka où Greta Garbo, pour la première fois de sa carrière, riait à l'écran, bien qu'il eût aussi dirigé de nombreuses têtes d'affiche comme Barbara Stanwyck, Anne Baxter, Bing Crosby, Jean Arthur, Ray Milland, Ginger Rogers et Marlène Dietrich. Sunset Boulevard n'était pas à son coup d'essai, mais il le transforma en coup de maître en réhabilitant Gloria Swanson. Autrefois, une légende largement passée de mode, elle réapparut, phénix magnifique, déesse vieillissante et menaçante, dans ce que la presse qualifia du plus grand comeback de l'histoire du cinéma. Sans user d'hyperbole, Sunset Boulevard peignait avec un grand réalisme le quotidien pathétique d'une ancienne vedette du muet, Norma Desmond, tombée dans l'oubli, recluse dans sa propriété avec son valet Max, qui l'entretient dans l'illusion que ses fans réclament son retour en lui écrivant de fausses lettres d'admirateurs. Sa rencontre avec un écrivain au chômage, devenu gigolo par opportunisme et pitié, précipite le déroulement de cette satire en romance et de romance en tragédie, quand Norma Desmond, moquée et délaissée, sombre dans une folie meurtrière. Habilement filmé comme un polar, le film est une mise en abîme, un kaléidoscope de clins d'œil au cinéma, un enchevêtrement de noms piochés dans le passé et le présent, de courtes apparitions de vieilles vedettes dans leur propre rôle appelées méchamment des figures de cire, jusqu'à la confrontation cynique entre l'impériale Gloria Swanson et l'énigmatique Erich von Stroheim, dont la relation professionnelle avait tourné au fiasco 20 ans plus tôt à Hollywood. Wilder eut même l'autorisation de s'aventurer sur le tournage de Samson et Dalila, où Cecil B. DeMille, qui avait autrefois travaillé avec Gloria Swanson, dirigeait Eddie Lamar. Sunset Boulevard, ode mortifère où vainqueur et loser, otage et bourreau, porte les mêmes masques dans une danse macabre, sublime autant son sujet qu'il en égratigne ses protagonistes. Gloria Swanson avait admise avoir été dévorée par son personnage. Jamais un rôle ne m'avait autant absorbé, autant mis au défi. Ses rapports avec le réalisateur avaient été au beau fixe tout au long du tournage.
Billy Wilder nous laissa délibérément face à nous-mêmes, face à ce que pouvait éveiller en nous ce scénario consacré aux excès et aux névroses de Hollywood. Le film prenait un caractère pyrandélien, quand il ne ressemblait pas à une incursion dans la science-fiction. Comment as-tu pu faire ça? Tu déshonores le monde qui t'a fait et qui t'a nourri. Tu mériterais le goudron et les plumes avant de fuir Hollywood, aurait crié Louis B. Mayer au réalisateur le soir de la première organisée par la Paramount au mois d'août 1950. Sans doute apocryphe, on prête volontiers à May Murray cette déclaration à l'issue de la projection privée qui avait réuni 300 dignitaires de la Paramount et des stars de toutes générations confondues. Nous étions des poufiasses, mais aucune de nous n'étions aussi cinglées. Amusant ou triste, selon qui l'écoute, de la part de celle qui vivait encore le rêve éveillé de sa gloire enfuie en répétant à quiconque voulait l'entendre son leitmotiv entêtant. Star un jour, star toujours. Peu de controverses finalement, mais beaucoup d'applaudissements et de commentaires dithyrambiques sur ce témoignage cruel de la Cité des Anges disséqué sous une lumière crue. Barbara Stanwyck s'agenouilla aux pieds de Gloria Swanson pour embrasser l'ourlet de sa robe alors que Mary Pickford s'était littéralement enfuie du théâtre, bouleversée de se reconnaître à son tour dans ce spectre qui illustrait si justement la déchéance d'un monde révolu. Gloria Swanson n'était pas le premier choix de Billy Wilder. Il s'était tourné vers Greta Garbo, puis Norma Shearer, qui avaient toutes deux poliment refusé de sortir de leur luxueuse retraite. Garbo, qui n'avait pas aimé le film, en était même arrivé à regretter d'avoir autorisé que son nom s'apparaisse au détour d'un dialogue. Mae West, qui avait obstinément oublié son visage bien qu'elle vît le jour en 1893, s'était trouvée insultée qu'on puisse l'imaginer sous les traits de cette vieille femme excentrique et mégalomane, elle dont l'humeur coquine s'ayait davantage à la comédie qu'à la tragédie. Paula Negri avait également tiqué à cette idée, et son fort accent polonais avait déplu au réalisateur, et Mary Pickford avait tant voulu porter de modifications au script que Billy Wilder avait retiré son offre. C'est finalement Gloria Swanson, pourtant réticente à l'idée de passer un casting, qui remporta le rôle après s'être laissée convaincre par son ami George Cukor et les $50,000 du contrat. Yvette Vickers n'était pas peu fière d'avoir participé à un film que la critique salua unanimement et qui allait devenir un classique incontournable. Elle ne pouvait se douter que, comme l'héroïne de ce mélodrame, elle-même serait un jour le sujet d'une tragédie comme Hollywood savait les inventer. Mais à 20 ans, elle aimait rire, et la vie semblait volontiers rire à ses côtés, avant de rire à ses dépens. C'était une enfant de la balle, élevée dans une communauté d'artistes bohèmes à Malibu, née à Kansas City, dans le Missouri, le 26 août 1928, sous le nom de Yvette Le Laveder. Un père saxophoniste de jazz, une mère pianiste dotée d'un joli brin de voix, elle avait décidé à l'âge de 18 ans qu'elle deviendrait quelqu'un après avoir passé 12 ans dans une école privée de Los Angeles, l'Académie catholique de Sainte-Catherine, où elle étudia le piano et le journalisme. Mais chanter demeurait sa passion véritable. Souvent, la nuit, quand mes parents allaient à un concert et qu'ils m'emmenaient avec eux, je chantais tout le long du trajet,
à l'aller comme au retour. Et que ce soit un trajet de 20, 50, 60 ou 160 km, je chantais tout le temps. Mon père était toujours très impressionné par le nombre de paroles que je pouvais mémoriser. Une fois que je connaissais une chanson, je la connaissais, et je m'en souvenais, tout simplement. C'est ce qui a été le moteur de ma vie. C'était la première chose que j'entendais le matin. Mon père insistait pour faire une répétition tous les matins de sa vie. Ils continuèrent, avec ma mère, à poursuivre cette routine juste avant sa mort. De sa jeunesse bercée par Paul Whiteman, Duke Ellington, Louis Armstrong et Billie Holiday, elle n'avait que de bons souvenirs à partager. J'ai eu la meilleure enfance possible. Mes parents étaient vraiment des gens merveilleux. Je me souviens que la musique était une constante absolue dans nos vies. Mes parents répétaient beaucoup et ils passaient toujours des disques de jazz à la maison. Mon père jouait du saxophone ténor et ma mère du piano, et ils se produisaient dans des clubs à travers tout le pays. Malibu était un endroit magique pour un enfant. J'avais un immense bac à sable et l'océan comme terrain de jeu. Nous vivions dans les magnifiques montagnes du Ramirez Canyon, dans une sorte de colonie d'artistes. Il y avait beaucoup d'acteurs et de musiciens autour de nous, et c'était un endroit très sécurisant et stimulant. Parmi les familiers qui côtoyaient ou travaillaient avec ses parents, de nombreux artistes comme Vito Musso, Charlie Ventura, Woody Herman ou Charlie Parker. J'ai été nourri au jazz. Je le connais donc sur le bout des doigts. Les amis musiciens de mes parents étaient les personnes les plus cool et les plus amicales qui soient. Quand j'étais toute petite, je me promenais dans le salon pendant qu'ils jouaient et j'exécutais une petite chanson et une danse pour eux. Ils adoraient ça. Ils étaient aussi parfaitement respectueux. Il n'y avait pas de drogue et pas davantage d'alcool. Mes parents n'étaient pas du tout de ce genre, alors quand les gars venaient, il ne s'agissait que de faire que de la musique. Avec le recul, je pense que cette période de ma vie a été pour moi une école de la vie. J'ai beaucoup appris d'eux, et j'ai absorbé toute la musique et l'énergie que je pouvais. Même si mon premier rêve d'enfant était de devenir écrivain, la musique a toujours été importante pour moi, et j'ai toujours su qu'un jour, j'en ferais quelque chose. Par suite de sa courte apparition dans Sunset Boulevard, remarquée alors qu'elle écoutait Bobby Short dans un nightclub, elle avait décroché un rôle tout aussi insignifiant dans The Sound of Fury. En feuilletant un annuaire au hasard, un producteur lui trouva son nouveau nom de scène. Loin de se décourager, elle s'obstina et finit par enchaîner les tournages dans des rôles de créatures frivoles et sexy, semblables à son image à la ville. Bien que souvent médiocre dans les films du même niveau, Yvette continua d'espérer les incarnations qui la révéleraient. Le soir, elle chantait généralement dans les clubs de jazz. En 1955, elle apparaissait dans une production théâtrale de la comédie musicale That's Life lorsqu'elle fut repérée par Ruth Birch, une impresario de renom, qui lui décrocha une publicité pour le shampoing White Rain. J'ai sautillé et dansé sous la pluie avec un parapluie comme Jane Kelly dans Singing in the Rain. La publicité passait sur toutes les chaînes nationales et j'étais payé environ $100 à chaque diffusion. Comme elle a été diffusée durant 5 années, les revenus résiduels étaient très intéressants. Je me souviens avoir pensé « Waouh, si c'est comme ça que fonctionne le show business, laissez-moi y faire ma place. » C'était un spot très médiatisé et un formidable tremplin pour moi. Le bouche à oreille a fonctionné, et j'étais très active, très occupée. Mais je visais des rôles très sérieux, très dramatiques.
J'étais presque obsédée par Greta Garbo. Je regardais tous ses films. J'adorais son style. J'adorais sa passion, sa sensibilité, son talent. Je pensais simplement qu'elle était la plus grande. Et je voulais jouer ses grands rôles comme celui qu'elle interprétait dans Camille. J'avais, vous savez, une ambition démesurée, illimitée. Je voulais jouer tous ces grands rôles. Je me suis donc inscrite à plusieurs ateliers, dont l'un avec Ben Hari, qui est en quelque sorte un professeur de la méthode. Mais il mélangeait les choses. Il était très pragmatique et très professionnel. Il voulait vous écouter. Il voulait comprendre les mots. Il voulait une forme de discipline, disons-le ainsi. Plus le contenu émotionnel, le sous-texte et toutes les autres choses qui vont avec la méthode. Il a intégré toutes ces choses. C'était un professeur formidable. Beaucoup de gens venaient à cet atelier. Jeffrey Hayden était l'un des professeurs présents et il était tout aussi excellent. Nous avons eu beaucoup d'invités comme Shelley Winters et d'autres stars, dont Anthony Quinn, qui a ensuite organisé son propre atelier, auquel j'ai participé. J'ai beaucoup appris de lui. Il avait un style complètement différent. Son approche consistait simplement à faire ressortir l'émotion et à vous pousser jusqu'à ce que vous y arriviez, jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau où il se trouvait. Et c'était passionnant. C'était un atelier vraiment passionnant. Parmi les événements qui se sont produits après avoir tourné Shortcut to Hell avec James Cagney, j'ai bénéficié d'une grande publicité. Et même si le film n'a pas connu le succès, l'attention s'est largement portée sur moi en tant que nouveau talent et nouvelle star montante. C'est comme ça qu'on dit, une valeur sûre. Trois mariages plus tard et quelques liaisons célèbres jalonnées d'échecs et de désillusions, elle avait fini par admettre que sa vie professionnelle et sentimentale avait emprunté la même pente descendante. C'était une fille facile, qui aimait le sexe, la fête, la picole. Et ça se savait. Mais de son premier divorce du bassiste Don Prell en 1957, elle obtint en dédommagement une jolie maison qui devint le port d'attache d'une vie à la dérive. Le musicien n'avait jamais montré la moindre aigreur envers sa première épouse. Il avait même accepté sa part de responsabilité dans l'échec de leur mariage. Elle travaillait de jour. Il travaillait la nuit, quand sa femme sortait souvent pour s'amuser. Lui rentrait de ses concerts à 2 ou 3 heures du matin et retrouvait une maison vide, bien qu'à l'époque, il ait accepté sans broncher la distance qui les séparait progressivement. Quand vous êtes avec ce genre de femme, vous n'y pensez même pas, devait-il déclarer ultérieurement. Je pensais que c'était comme ça que fonctionnait Hollywood. Elle était probablement en train de coucher avec un homme quelque part. Une nuit, il était rentré d'un voyage à travers le pays avec son groupe, le Bud Shank Quartet, pour trouver une note de la jeune femme l'informant qu'elle l'avait quitté. Elle disait que je ruinais sa carrière. Nous avons eu de très bons moments ensemble, bien que nous ne nous promenions pas en nous tenant la main, en prétendant que nous étions au paradis. Mais le fait d'être une actrice met vraiment des bâtons dans les roues dans un mariage. Vous ne pouvez pas jouer à la promotion canapé à Hollywood tout en étant marié.
Niché au cœur du très chic et très cher Beverly Hills, dans le quartier de Benedict Canyon, le 10 021 West Wand Drive ne payait pas de mine. Construite en 1948 sur un terrain de 700 mètres carrés, la petite maison de bois de 62 mètres carrés perchée en bord de route ressemblait davantage à un chalet autrichien qu'à la villa d'une actrice. Mais elle avait un certain cachet, et la verdure environnante rendait le lieu ombragé, relativement protégé du monde extérieur. Yvette semblait si bien faire corps avec sa demeure anachronique qu'elle en ouvrit les portes à de nombreux photographes qui l'immortalisèrent sur sa terrasse ou dans son jardin, dans des tenues estivales de plus en plus avares de tissus. J'avais des tendances névrotiques. J'adorais poser en bikini à la plage ou chez moi, tout en faisant la promotion de mon travail au théâtre. Il y avait une part de schizophrénie en moi, qui déroutait les gens et qui me desservait. Jamais elle ne se plaignit de son sort. Mieux, elle s'estimait chanceuse. Il n'était pas rare de l'apercevoir déambuler dans les rues de son quartier, nu-pieds, un short fort court, un verre de martini à la main, joyeuse et insouciante. Élue playmate du Playboy de juillet 1959, à la demande de Hugh Hefner lui-même, petit derrière rebondi, sourire canaille, chemise blanche adroitement chiffonnée, languide sur son sofa orange, un pick-up, quelques 33 tours, une paire de sandales et une bouteille de vin pour accessoire. Le cliché acheva de la cataloguer. L'objectif était de susciter de l'intérêt pour moi et de m'aider à obtenir de meilleurs rôles dans des films. Plusieurs autres jeunes actrices ont posé nues pour Playboy à la fin des années 50. Mara Corday, Sally Todd, Dawn Richard, avec le même objectif. Marilyn Monroe avait tenté l'expérience quelques années plus tôt et nous espérions que la nôtre susciterait le même genre de réaction que celle qu'elle avait suscitée. Rétrospectivement, cela n'a pas aidé ma carrière cinématographique. À ce point, je le sais, mais je ne le regrette toujours pas de l'avoir fait. La mise en page était sobre et de bon goût, et la séance photo a été une expérience amusante pour moi. Russ Meyer était un type formidable. Il a été un vrai professionnel. Par la suite, il a pris de superbes photos de moi dans un décor rustique dans les montagnes de Malibu qui sont tout simplement incroyables. Russ est un génie avec les femmes. Une quarantaine d'apparitions, principalement pour le petit écran, bien qu'en 1963, elle obtint une petite figuration auprès de Paul Newman dans Hud, lui donnait encore l'illusion d'appartenir à la colonie du cinéma. Ce film lui avait laissé beaucoup d'espoir. Mais la plupart de ses nombreuses scènes avaient été coupées au montage. Certains évoquaient des contraintes liées à la dynamique du scénario. D'autres l'intervention de l'épouse de Paul Newman, l'actrice Joanne Woodward, que l'on disait jalouse. Une jalousie qui l'a poursuivie longtemps lors de ses nombreux projets quand elle devait jouer face à des actrices plus en vue qui parvinrent quelquefois à l'évincer de ses contrats. C'est encore une actrice qui lui ravit également un homme qui occupait une grande place dans sa vie, l'acteur Cary Grant. Je l'avais rencontré en 1959 par l'intermédiaire de mon ami Stanley Shapiro, qui était un scénariste que nous connaissions tous les deux, et j'ai tout de suite été époustouflé par le caractère de cet homme. Cary Grant était une personne d'une grande gentillesse. Il n'avait absolument pas d'ego. Il était juste totalement doux et terre à terre, et tellement drôle. Cary n'avait pas seulement le meilleur sens de l'humour, il vous donnait aussi l'impression d'être la personne la plus importante au monde. J'étais jeune et pleine d'entrain, et je pense que Cary était fasciné par ma petite personne. J'ai vraiment apprécié notre relation, et si j'avais bien joué mes cartes, nous nous serions peut-être même mariés. Mais lorsque nous avons commencé à nous voir, j'étais encore très réticente à l'idée de me remarier. J'avais déjà vécu 2 mariages ratés, et je ne voulais certainement pas prendre le risque d'en subir un autre, surtout avec un homme aussi gentil que Cary Grant. Je n'étais pas le seul à le penser. À l'époque, Cary disait qu'il ne voulait pas se marier non plus. Nous sommes donc sortis ensemble par intermittence jusque dans les années 60, et c'était merveilleux. Et puis un jour, quand il a commencé à parler de mariage, j'ai commencé à paniquer un peu, jusqu'à ce qu'il m'explique qu'il ne voulait pas m'épouser, mais épouser Diane Cannon. Et voilà. Nous avons rugi sur ce coup-là. Cary s'est d'abord senti mal à l'aise, mais je lui ai dit que ce n'était pas grave, parce que je n'étais pas encore prête à me marier. Et plus tard, après qu'ils aient divorcé,
Nous sommes devenus encore plus proches. Nous sommes même devenus de bien meilleurs amis après cela, et avons entretenu une autre relation beaucoup plus riche. Carrie et moi nous sommes beaucoup amusés ensemble. Il m'emmenait souvent dîner dans des endroits merveilleux, comme Madame Wu's à Santa Monica et The Luau à Beverly Hills. Carrie était la classe incarnée, un gentleman jusqu'au bout des ongles, et il me manque encore. Nous sommes restés amis jusqu'à sa mort, et je me souviendrai toujours de lui, avec le plus grand respect. Si ses succès furent notoires à Broadway et sur les scènes de Los Angeles, Hollywood feignit de ne rien savoir, ou presque. Durant ces années, je n'ai cessé de lutter pour décrocher de bons rôles, mais rien n'en est sorti. C'est pour cette raison qu'entre 1955 et le début des années 60, j'ai travaillé dans plus d'une centaine de shows télévisés, bien plus que ce que les gens imaginent. J'ai joué maintes fois les mauvaises filles dans des téléfilms comme Dragnet, MacHammer et AM Squad, et un grand nombre de westerns au début des années 60. Les producteurs me rappelaient régulièrement pour ma plus grande fierté. Et bien que ces rôles étaient généralement ceux d'une grue ou d'une vampe vulgaire, il y eut aussi quelques belles exceptions, comme dans cet épisode du Rebelle, où je côtoyais un enfant sourd. J'ai même dû apprendre le langage des signes à cette occasion. Sur le tournage de I, Mobster, un polar de 1958, elle se lia à l'acteur Steve Cochran, avec lequel le tournage s'était déroulé difficilement de prime abord. Il agissait comme s'il ne m'aimait pas du tout. Et moi, j'ai grandi dans le milieu musical, où tout le monde est cool. Vous savez, quelqu'un n'a pas... Comment dire? S'il n'y a pas de connexion, s'il n'y a pas de réponse, on laisse tomber. On ne fait rien, c'est pas grave, vous voyez? Et ça a dû le toucher. Parce qu'après avoir terminé le film, il m'a invité à dîner chez lui, et je m'y suis rendu. Il possédait cette magnifique maison sur Mulholland, près de Coldwater. Enfin, en fait, c'était plus près de Benedict Canyon. Mais bon, il avait cette superbe maison. Il était charmant. Il avait préparé un bon repas. Ses domestiques m'ont traité comme une reine. Et je me suis dit, bon, c'est une toute autre paire de manches ici. J'ai complètement changé d'avis et je suppose qu'il avait changé le sien. Alors nous sommes sortis ensemble. Il m'a emmené dans son avion. Il avait, vous savez, ce genre de jouet. Il adorait tout ça. Et après un certain temps, nous nous sommes tous les deux adoucis dans une situation romantique et je le trouvais adorable. Je pensais que je l'aimais beaucoup. Et jusqu'à la fin, nous nous sommes aimés. Je l'ai vu au port de San Pedro. Son bateau y était amarré. Je l'ai croisé là-bas un jour alors que je rendais visite à d'autres amis. Il m'a emmené voir le bateau, celui sur lequel il est mort quelques années plus tard. Il en était tellement heureux. Il l'adorait. C'était un vrai désastre, mais il l'adorait. Et c'était vrai. Ça ressemblait à un vieux bateau pirate ou quelque chose comme ça, un bateau sorti d'un vieux film d'Errol Flynn. Je ne sais pas pourquoi. C'était extravagant, mais il l'adorait. Et il était tellement mignon. Je veux dire, il était toujours adorable. Il buvait trop, hélas. De toute évidence, il avait bu ce jour-là. Mais il était mignon et drôle. Nous ne sortions plus ensemble. À cette époque, je passais surtout du temps avec Peter Howard.
En 1965, Steve Cochran tournait Tell Me in the Sunlight, dont il était également réalisateur, scénariste et producteur. Le 3 juin, il embarqua avec 3 jeunes Mexicaines sur sa goélette de 12 mètres baptisée le Voyou pour rejoindre le Costa Rica depuis Acapulco. Pris dans une tempête, le voilier perdit un de ses mâts et Cochran tomba malade, pris de fortes douleurs aux jambes puis à la poitrine et aux bras. En quelques heures, il se retrouva paralysé. Seule sa tête pouvait encore effectuer quelques mouvements. En proie à de vives douleurs et de fortes fièvres, il s'inquiétait du sort des jeunes passagers en répétant maintes fois « Mon Dieu, si je meurs, qu'allez-vous devenir ?» Installé sur la couchette de sa cabine, il tenta vainement de leur expliquer comment naviguer de façon sommaire et d'accrocher un drapeau rouge sur le mât encore hissé, mais s'éteignit 2 jours plus tard, le 15 juin 1965, à l'âge de 48 ans, d'une infection pulmonaire aiguë. Les jeunes femmes Eva Montero Castellano, 25 ans, couturière, Eugenia Bautista Zacarias, 19 ans, blanchisseuse, et Lorenza de la Rosa, 14 ans, ne furent secourus que 10 jours plus tard par un navire tonnier, la Bella du Portugal, alors que le bateau dérivait au large des côtes du Guatemala, forcé de cohabiter dans l'intervalle en état de choc avec le corps en décomposition qui dégageait une odeur pestilentielle, jusqu'à l'arrivée au port de Champerico le 25 juin. Elle n'avait survécu qu'en se nourrissant de quelques pommes de terre encore à bord et de l'eau de pluie d'une tempête opportune. L'actrice Marla Oberon, qui l'avait aimée autrefois, tenta d'user de son influence pour pousser la police à mener une enquête plus approfondie, sans succès. Seulement 17 personnes, dont sa mère Rose, âgée de 80 ans, assistèrent à ses funérailles le 1er juillet. Sa fortune, réclamée par sa dernière épouse Jonna Jensen, avec laquelle il était en instance de divorce, fut finalement divisée entre sa fille d'un premier mariage et cette jeune Danoise avec laquelle il était séparé depuis 1 an, écartant Rose, qui revendiquait les biens immobiliers de son fils qu'il avait mis à son nom peu de temps auparavant. Son rôle dans The Gang All Here qu'elle interpréta à l'Ambassador Theatre de Broadway dès octobre 1959 lui apporta maintes satisfactions à la fois professionnelles et personnelles. Elle avait été engagée pour interpréter le rôle d'une flapper au milieu d'une distribution exclusivement masculine composée de vétérans de l'industrie, dont Melvin Douglas, Bert Wheeler, Bram Nossen, Edwin Cooper et E.G. Marshall. Elle évoquait son séjour new-yorkais avec beaucoup d'affection et se souvenait de l'effervescence qui avait entouré ses débuts à Broadway. Le fait que je sois une vedette de Playboy n'avait pas échappé aux auteurs, aux metteurs en scène et aux producteurs de la pièce. En fait, ils ont adoré toute la publicité que j'ai reçue. Je dirais donc que ma participation à la pièce fut tout autant bénéfique pour moi que pour les affaires de la pièce. Nous avons eu une belle et saine collaboration de quelques mois seulement, ce qui peut sembler peu, mais je pense que nous avons tous accompli ce que nous avions prévu de faire. Pendant que je jouais dans la pièce, j'ai découvert toute la société new-yorkaise, et quand je n'étais pas sur scène à travailler dur, je m'amusais. Chaque jour, un groupe d'entre nous se rendait au Joe Allen's, au Helen's Restaurant ou au Michael Pub, et nous passions des moments inoubliables. J'aimais tout ce que la ville de New York avait à offrir à l'époque, et j'en profitais pleinement. Les musées, les boîtes de nuit, les magasins et les bars du beatnik du village. J'étais très jeune, et même si je me consacrais entièrement à ma carrière d'actrice et que j'aimais travailler dur, j'aimais aussi beaucoup jouer pendant mon temps libre. Cet entrain n'avait pas échappé aux responsables de la pièce. Lillian Stein, qui était chargée des relations publiques pour Kermit Bloomgarden, le producteur de Gangs All Here, m'organisait des conférences publiques. Je m'adressais à des clubs de théâtre et des clubs féminins, et la plupart de ces personnes achetaient beaucoup de billets pour leur théâtre. Madame Stein avait donc une bonne raison de m'envoyer garantir ce service-là. J'ai trouvé, curieusement, que ces groupes étaient très réceptifs, et j'ai apprécié cela.
C'est donc devenu très populaire pour le bureau de m'envoyer en promotion, et j'y allais volontiers parce que j'aimais ce contact. Sans oublier son amitié avec Melvyn Douglas, que lui aurait aimé voir évoluer autrement. Melvyn Douglas était un homme digne d'une 50aine d'années, et il me captivait avec ses histoires sur tous les gens qu'il avait connus à Hollywood, y compris l'idole de mon enfance, Greta Garbo. Un soir, Melvyn l'invita au restaurant. Au milieu de ce dîner, juste après lui avoir demandé comment se passait sa collaboration avec Garbo, s'il la connaissait personnellement ou s'ils étaient amis, il a éludé la question. Mais ensuite, avec un petit sourire malicieux, il m'a dit « J'aimerais mieux vous connaître. » Et je suis restée bouche bée. J'étais tellement stupéfaite, et bien sûr, nous étions partenaires sur la même pièce. Je ne voulais pas l'insulter. Je crois que j'ai répondu quelque chose de complètement fou du genre « Eh bien, vous savez, mon petit ami serait très contrarié s'il pensait que nous flirtions. » J'ai fait preuve de diplomatie et il s'est très bien comporté par la suite. J'étais flattée, mais avec moi, l'intérêt se devait d'être réciproque. C'est un autre homme qui avait attiré son attention à cette période. J'ai rencontré l'acteur Ralph Meeker, avec lequel j'ai vécu une relation sérieuse pendant que je jouais dans la pièce. C'était un homme très romantique, qui m'a emmené dans certains des restaurants français et italiens les plus exclusifs de la ville. C'était un véritable New-Yorkais, jusqu'aux promenades en calèche à Central Park. Nous nous sommes tout de suite entendus, et nous avons vécu une histoire d'amour qui a duré 5 ans. Ralph était un vrai franc-tireur. Il a toujours encouragé mes aspirations professionnelles. Il me disait constamment « Ne laisse personne te retenir, Yvette. Vas-y, fonce !» Ralph et moi faisions tout ensemble. Nous jouions au tennis, nous nous entraînions ensemble à la salle de sport, et nous nous faisions même des massages ensemble dans des spas. Quand l'aspect romantique de notre relation a pris fin, nous sommes toujours restés amis, tant à Manhattan que sur la côte ouest. Avec sincérité, Yvette n'hésitait jamais à parler de ses nombreux amants, quitte à passer pour une fille facile. Quand Ralph n'était pas là, je fréquentais d'autres personnes, et nous étions tous les deux dans cette situation. C'était une relation honnête, donc nous savions tous les deux ce que nous faisions. Je sortais donc avec des hommes comme Hugo Bryan, et d'autres avec lesquels j'avais travaillé, comme Ed Barnes dans Reform School Girl. Vous savez, c'était quelque chose qui allait plus ou moins de soi. Les personnes que vous rencontriez dans votre milieu professionnel, avec lesquelles vous travailliez, que vous connaissiez et qui vous attiraient, vous sortiez souvent avec elles, voyez. Ce n'était pas inhabituel. Et c'était amusant, oh oui. Il y avait beaucoup de plaisir et de rire, on aimait la vie, on la vivait pleinement. Et je pense que tout cela est très positif. Je ne dirais pas que c'était insouciant, mais plutôt une façon d'être, d'exprimer sa joie de vivre et tout ce que la vie pouvait nous apporter de bon. Joie de vivre est mon second prénom. Le coup de grâce de ma carrière, cependant, arriva lorsque quelqu'un commença à répandre des rumeurs vicieuses dans tout Hollywood, disant que je me vendais sur Sunset Strip et que je draguais des marins ivres dans les bars. C'était horrible. Un mensonge scandaleux qui me fit le plus grand tort et m'empêcha de décrocher des rôles par la suite. Le producteur, Assi Lays, se souvenait d'elle, qu'elle était très douce, mais elle pouvait tout le temps de rire. C'est peut-être pour cette raison qu'elle fut consignée à ne jouer que des personnages un peu tartes qui pouvaient le rire et interdite de rôle de premier plan. Je pense qu'à un certain moment, elle s'est demandé par quels moyens arriver à percer dans cette industrie. Mais, après tout, qu'est-ce qui détermine le succès et la notoriété ? Si je pouvais répondre à cette question, je serais le plus riche de Hollywood. Lassée de courir le cachet, elle se tourna avec succès vers l'immobilier où elle signa de fructueux contrats. J'ai commencé à me concentrer sur ma sécurité financière, même si tout allait bien et que j'avais tourné dans 2 ou 3 publicités très importantes,
notamment celle pour les cigarettes Raleigh dans les années 70 qui me rapporta plus de 100 000 $, alors que la réclame pour White Rain me rapportait encore de l'argent. J'avais un revenu assez confortable grâce aux publicités, je possédais ma propriété et d'autres biens immobiliers. Mais je me suis dit, consolidons tout cela. Et j'ai obtenu une licence immobilière, puis commencé à travailler comme agent immobilier avant de me lancer dans l'investissement, car j'ai réalisé que c'était là que se trouvait l'argent. Si vous investissez dans quelque chose et que vous le vendez, vous pouvez gagner 100 000 ou 200 000 $. Si vous opérez la même transaction en tant que simple salarié, vous ne gagnerez que 2 000 ou 3 000 $ de commission. La décennie suivante, elle enregistra un album de jazz qui suscita un certain intérêt auprès de son public. Ses dernières tentatives cinématographiques s'avérèrent toutes plus désastreuses les unes que les autres. Jane Corman me fit signer pour un très bon rôle dans un film de 1976 dont Chris Christopherson et Jean-Michael Vincent étaient les vedettes, intitulé Vigilante forcé, dans lequel je jouais le rôle d'une maquerelle dans le bar d'une petite ville. Le personnage était une vraie pain-bêche à la tête d'une écurie de jeunes prostituées. On m'a habillée d'une énorme perruque afro-blonde et d'une paire de jeans moulants, et j'étais très excitée et prête à faire du bon travail. J'avais plusieurs scènes plutôt fortes par le scénario, mais peu après mon arrivée sur le plateau de Calabasas, mon rôle a soudain commencé à se réduire de manière drastique, et il ne me finalement resté qu'une petite apparition, et sans mon nom au générique. On m'a expliqué plus tard que Bernadette Peters, qui tenait le deuxième rôle féminin derrière Victoria principale, pensait que j'étais trop belle, je ne fais que répéter ces mots, et qu'elle avait dit à Jane Corman que ça n'allait tout simplement pas marcher. En conséquence, mon personnage a été presque entièrement supprimé du film. C'était difficile pour moi, vraiment. Je n'avais rien fait d'autre que de me présenter pour aller travailler. J'étais très contrariée, et j'ai trouvé que c'était une chose très cruelle de sa part. À l'origine, j'avais signé pour travailler sur le film pendant 6 semaines. Et bien qu'ils aient honoré mon contrat et m'aient payé pour toute la durée initialement prévue, je n'ai finalement travaillé que quelques jours. Vous pouvez imaginer ce que j'ai ressenti sur place, en sachant ce qui s'était passé. C'était embarrassant. Je me souviens que Chris Christopherson a été très gentil avec moi. Il ne s'est pas impliqué dans le psychodrame en tant que tel, mais il a fait quelques commentaires très gentils à mon égard. Yvette connut les mêmes affres de la jalousie avec l'actrice Karen Black sur le tournage du film d'horreur Evil Spirits en 1990. C'était mon premier film depuis 15 ans et après tout ce temps, j'étais heureuse de travailler à nouveau au cinéma. On m'a confié le rôle d'une voisine de Karen Black, curieuse et extrêmement indiscrète. Son personnage, Edna Purdy, dirigeait une pension de famille et sa fille sourde et muette tuait systématiquement ses locataires pour toucher leur chèque de sécurité sociale. L'idée était bonne, mais le film n'était pas très réussi. Oh mon Dieu, c'était un tel méli-mélo. Mon personnage connaît une fin horrible lorsque je me faufilais dans le sous-sol de la maison et que je m'y faisais dévorer par un cannibale portant un collier de chien. À l'origine, j'avais quelques très bonnes scènes prévues par le script, mais pour une raison ou une autre, Karen avait apparemment un contentieux avec moi. Par exemple, elle ne voulait pas que je me maquille dans une scène de fête. Elle ne s'en est jamais expliquée. Et comme je ne voyais pas pourquoi mon personnage ne se maquillerait pas, j'ai fini par le faire quand même. Je pense que cela l'a quelque peu mise en colère contre moi. Lors de la scène de la fête, Karen a délibérément mis sa main devant mon visage, sachant que cela empêchait la lumière de me mettre en valeur. Vous pouvez encore voir son geste dans le film. Puis, après le tournage de cette scène,
Elle m'a prise à part et s'est plainte que j'avais parlé beaucoup trop fort. Je devais projeter ma voix pour que mes répliques soient entendues. C'était la scène d'une partie avec beaucoup de bruit de fond et j'y étais contrainte pour me faire entendre. Karen et moi avons déjeuné ensemble plusieurs fois, parmi les autres membres de l'équipe, et je ne dirais pas qu'elle était particulièrement amicale avec moi, mais ce n'était pas bien grave. Je ne sais pas pourquoi ces choses sont arrivées. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai beaucoup appris au fil des ans, et que je ne répondrai désormais qu'aux personnes qui sont gentilles et accessibles. Je ne peux pas remettre en question l'attitude ou les motivations de ces personnes. J'accepte les choses telles qu'elles sont, et je passe à autre chose. J'aurais aimé avoir de meilleures relations de travail avec ces femmes et avec d'autres amis au fil des ans d'ailleurs, mais ces choses se sont passées malgré moi. Je n'aime pas la cruauté, quelle qu'elle soit, et je ne veux surtout pas avoir de problème avec qui que ce soit. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, mais c'est vrai. La vie est trop courte pour perdre son temps avec ce genre de choses. De série B en série Z, sa carrière n'avait jamais vraiment commencé, bien qu'elle continuât de nourrir l'intérêt de ses nombreux aficionados qui vouaient un étrange culte maniaque à ces petites vedettes méprisées par l'industrie cinématographique. Ava Noring, actrice d'origine hongroise et contemporaine de Vickers, pensait que la carrière de cette dernière avait peut-être souffert du fait qu'elle n'avait pas bénéficié de la protection, parfois étouffante, de l'ancien système des studios qui avait découvert Noring sur une photo du magazine Look et l'avait installée à Hollywood. Tout avait été facile pour moi, se remémorait Noring. Le studio s'occupait de tout. Il me trouva un logement et m'emmenait partout où je voulais aller. Je n'ai jamais eu à faire quoi que ce soit. Mais pendant les quelques années où Noring était parti à New York pour y élever ses enfants, ce système avait disparu. Lorsque Noring, qui n'avait tourné que 3 films, avait essayé de relancer sa carrière, elle avait été contrainte de se rendre à l'évidence que la porte lui était définitivement fermée. Les dernières années de sa vie, elle résida à l'hospice pour les acteurs et autres professionnels de Hollywood à Woburn Hills. L'actrice disposait d'une chambre agréable avec un patio donnant sur des pelouses vallonnées, ses murs ornés de quelques-unes des photos dédiées à sa beauté. C'est encore grâce à ses fans que Yvette survécut quelques années encore en répondant aux invitations des festivals et des rétrospectives, tout frais payés, où elle monnayait ses autographes pour 20 $. Assise sur une chaise en plastique devant une table couverte de photos et d'affiches, elle vendait les miettes de son passé sans amertume. Les années l'avaient rendue méconnaissable. Autrefois pin-up, désormais une vieille dame vulgaire à l'embonpoint certain et au visage bouffi surmonté d'une choucroute élaborée par un postiche blond grossièrement épinglé à ses cheveux gris. Une de ses incisives cassées défigurait son sourire. La fée était devenue Carabosse. C'est à cette époque que son premier époux eut de ses nouvelles pour la dernière fois alors qu'il rentrait chez lui. Ma femme tenait le téléphone et m'a dit « C'est Yvette !» J'ai pris le combiné et Yvette m'a dit qu'elle était au Canada et qu'elle ne pouvait pas rentrer chez elle parce qu'elle avait perdu sa carte d'identité. Elle s'y était rendue pour un festival. Don Prell la rassura en lui proposant de lui envoyer quelques copies de vieilles coupures de presse la concernant afin qu'elle puisse prouver qui elle était. « Tu es le seul gars à qui je peux parler qui ne veut pas me tuer », lui avait-elle dit avant de raccrocher. Carol Linley, autre starlette des années 1950, l'avait rencontrée à l'occasion de l'un de ces galas. Elle était joviale et agréable à côtoyer. Bien qu'elle ait eu plaisir à la fréquenter, Yvette s'était montrée de plus en plus distante.
Je l'appelais et j'essayais de la faire sortir pour dîner ensemble, mais elle me répétait sans cesse qu'elle préférait rester seule. Elle vous juste parler de son enfance à Malibu et de ses bons moments passés là-bas. Au début des années 90, affectée par le décès de ses parents dont elle s'était occupée jusqu'au bout et qu'elle avait enterré dignement, son caractère changea. La nuit tombée, totalement ivre, acerbe et querelleuse, elle appelait ses derniers amis pour se plaindre, quasiment délirante dans des monologues interminables et décousus de gens imaginaires qui lui auraient causé du tort, jusqu'à déclarer avoir été violée après avoir absorbé une drogue dans une boisson. En proie à des crises de paranoïa de plus en plus fréquentes, persuadée d'être suivie et espionnée par les automobilistes qui passaient devant sa maison, elle rompit ses liens avec ses amis les plus fidèles qu'elle accusait de lui vouloir du mal ou de lui porter préjudice. Découragée de ne pouvoir la joindre, Carol Linley avait arrêté de l'appeler à son tour. Seule voix discordante, celle de son ami John O'Dowd, donnait une autre version de ces événements. À partir de 2005 environ, Yvette a commencé à me dire qu'elle voyait parfois des voitures suspectes garées dans la rue devant chez elle et qu'elle recevait plusieurs appels téléphoniques anonymes, parfois plus d'une douzaine à la fois. Lorsque je lui ai fait part de mon inquiétude à ce sujet, elle m'a assuré que la police locale était au courant de la situation et qu'elle avait promis de surveiller sa maison. Je me souviens qu'à l'époque, Yvette avait mentionné les noms de quelques hommes de la ville en qui elle n'avait pas confiance et qu'elle n'aimait pas. L'un de ces hommes a ensuite laissé un message sur son répondeur, que j'ai écouté, dans lequel il semblait très en colère, bouleversé et presque hystérique. En fait, il était terriblement en colère contre elle et ne cessait de se plaindre. Pour une raison quelconque, il n'arrêtait pas de l'appeler Marie, même s'il l'appelait parfois Yvette, et se disait aussi être extrêmement déçu par son comportement. J'ai entendu ce message sur la face B d'une cassette qu'Yvette m'avait envoyée, et sur laquelle, sur la face A, elle avait enregistré des informations biographiques à mon attention. Je suppose qu'elle avait déjà utilisé cette cassette dans son répondeur, car il y avait encore plusieurs anciens messages téléphoniques dessus, ainsi que des conversations complètes, certaines avec cet homme, d'autres avec un écrivain célèbre qu'elle connaissait depuis des années, et quelques-unes avec une parente plus âgée d'Yvette. Quand je lui ai parlé des messages et des conversations complètes enregistrées sur la cassette, Yvette a simplement ri et m'a dit « Écoute-les bien, chérie, et tu verras par toi-même le genre de fous avec lesquels je dois composer. » Yvette en a plaisanté ce jour-là, mais je sais qu'à d'autres moments, les appels téléphoniques incessants et les activités suspectes devant chez elle lui causaient beaucoup d'inquiétude et d'anxiété. Juste après son décès, plusieurs personnes qui connaissaient Yvette ont déclaré qu'elles pensaient qu'elle était devenue paranoïaque au cours des années précédant son décès. Bien que je ne puisse pas me prononcer sur leur expérience et que je ne sois pas au courant de leur relation avec elle, je tiens à profiter de cette occasion pour dire qu'au cours des 10 années où j'ai connu Yvette, je n'ai jamais constaté de changement dans son comportement. Chaque fois que nous parlions au téléphone, elle me semblait jamais paranoïaque ou délirante, mais toujours lucide. Je l'ai cru lorsqu'elle m'a parlé des voitures devant chez elle, tout comme je l'ai cru au sujet des nombreux appels téléphoniques interrompus qu'elle recevait. Surtout après avoir écouté la cassette qu'elle m'avait envoyée, sur laquelle on pouvait entendre d'innombrables coupures et tonalités. C'est pourquoi je continuerai à me souvenir d'Yvette comme de la personne que j'ai connue personnellement, une femme lucide, rationnelle et parfaitement équilibrée. Elle avait été particulièrement affectée par la maladie d'une chienne errante qu'elle avait recueillie et baptisée Greta Garbo. Atteinte d'un cancer, la pauvre bête avait connu des périodes de rémission puis de faiblesse durant des mois. Yvette avait consulté un grand nombre de vétérinaires jusqu'à demander l'assistance de Renita Cox,
une thérapeute diplômée en psychologie transpersonnelle et en comportement animal. Mais un jour, Garbeau s'était définitivement effondré sous ses yeux, et le chagrin ne l'avait plus quitté. Rapidement, les invitations au festival cessèrent, bien qu'elle reçût encore du courrier du monde entier. En avril 2010, elle accepta l'invitation d'un couple d'admirateurs dans le New Jersey. Ce fut son dernier voyage. Recluse et aigrie, on l'abandonna à son sort. De loin en loin. La sonnerie du téléphone ou de la musique brisait la solitude de la demeure silencieuse. Personne ne l'avait aperçue de très longue date, mais comme elle avait pour habitude de s'absenter régulièrement, nul ne s'était inquiété. Puis ce fut le silence. Jusqu'à ce 27 avril 2011, où Suzanne Savage, une habitante du quartier qui promenait régulièrement son chien près de la maison, s'approcha plus près. La boîte aux lettres, couverte de toiles d'araignée, débordait d'enveloppes jaunies. Un simple bout de papier indiquait au livreur de sonner. Le dernier annuaire déposé par le facteur des mois auparavant était toujours à sa place. Elle s'en émut auprès de voisins qui refusèrent de l'accompagner. Après avoir tapé au portail de fer qui interdisait l'entrée aux étrangers, fermé par un solide cadenas de métal rivé au sol, Suzanne Savage se décida à escalader la palissade. Une fois dans le jardin, livrée aux herbes folles, encombrée de chaises et d'un vieux canapé crevé, des conteneurs et des pots de fleurs desséchés, elle repéra une fenêtre cassée et s'introduisit dans le pavillon délabré plongé dans l'ombre. Les murs défoncés cachaient leurs cicatrices derrière des bâches de toile. Du sol au plafond, épouvantable capharnaüm, des cartons de vieux vêtements et des sacs poubelles remplis de centaines de lettres jamais ouvertes encombraient le rez-de-chaussée. Disséminées, une perruque posée sur une tête de mannequin, des plantes en plastique poussiéreuse, des squelettes de meubles cassés et empilés, des bouteilles de chardonnay, des boîtes vides, des objets abîmés. Crasse et désordre accentuaient la laideur interlope des lieux aux allures de décharge publique.
Yvette? Yvette, vous êtes là? L'étage lambrissé, aussi lugubre, rivalisait de moisissure et d'abandon. La terrasse, jonchée de gravats de toute nature, arrosoirs, pots de fleurs, branches mortes, sacs en plastique, ressemblait à un débarras. Seul un vieux parasol délavé témoignait qu'on s'y était prélassé au soleil autrefois. Dans un coin près des escaliers, un four encastré, 4 plaques chauffantes sales et un réfrigérateur. Un plan de travail parsemé de vieilles vaisselles. Le calcaire rongeait l'évier grisâtre. Le rideau de douche crasseux veillait comme un spectre dans l'obscurité, accroché à une tringle en fer retenue au plafond par de tendeurs élastiques de vélo. Un petit chauffage d'appoint diffusait une chaleur étouffante. Payée par virement automatique, la compagnie d'électricité, comme la compagnie téléphonique, n'avait jamais résilié l'abonnement ni coupé le courant. Suzanne l'éteignit en entrant dans la chambre. Le combiné du téléphone pendait, décroché. Au pied du lit, une masse étendue. La jeune femme se pencha et toucha ce qui ressemblait à un tas de chiffons dont le sommet s'achevait par un scalp de couleur indéterminée. Effrayée, elle recula en réalisant que cette forme inerte était un cadavre momifié. Elle hurlait encore en regagnant la rue en courant. L'autopsie révéla que l'actrice de 82 ans, dont les restes ne dépassaient pas les 25 kilos, était morte depuis environ 10 ou 11 mois, sans doute emportée par une maladie cardiovasculaire. La nouvelle de sa disparition déclencha une vague d'amertume et de tristesse. L'idée qu'une vieille femme ait pu mourir seule sans éveiller la moindre inquiétude accentua la culpabilité de son voisinage. Certains de mes voisins, moi y compris, ont été critiqués pour n'avoir pas pris soin d'Yvette avant que Suzanne n'ait le courage de la retrouver, déclara Rick Trent, un de ses voisins. Nous ne sommes pas des gens inconsidérés. Yvette vivait recluse, c'était son choix. Nous sommes tous des voisins de longue date et nous respectons la vie privée de chacun, déclara de son côté Denise Parga. Peut-être trop. Suzanne Savage en témoignait avec douleur. Nous en avons tous été très peinés et avons beaucoup pleuré. Personne ne devrait être abandonné de cette façon. John O'Dowd confia à son tour sa tristesse. Bien qu'Yvette et moi ayons parlé au téléphone assez souvent entre le début et le milieu des années 2000, la fréquence de nos conversations téléphoniques s'est considérablement réduite vers 2008. Je tiens toutefois à préciser que j'en assume l'entière responsabilité, car même lorsque nous parlions plus régulièrement, je n'étais pas toujours aussi consciencieux que j'aurais dû l'être pour répondre à ces appels téléphoniques. La dernière fois qu'Yvette et moi nous nous sommes parlé, c'était quelques années avant son décès, et il m'incombait de retourner le dernier appel téléphonique qu'elle m'avait passé. Malheureusement, et c'est inconcevable, j'ai laissé le temps mettre de la distance entre nous, mais je croyais sincèrement que j'aurais de nombreuses autres occasions de la rencontrer à l'avenir. Qu'à la mère leçon de vie j'ai apprise lorsque j'ai appris qu'elle était décédée, recluse, isolée et seule. Yvette était une femme gentille. Elle me soutenait et elle était aimable avec moi, toujours. Qu'est-ce qui m'a pris de laisser cette femme rare et merveilleuse sortir de ma vie? Je ne crois pas que je pourrai jamais répondre à cette question. Depuis la mort d'Yvette, j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'aurais aimé faire pour elle au cours de ces dernières années. Je vis sur la côte Est, mais si j'avais su que sa santé était chancelante et que sa vie quotidienne était devenue si difficile, j'aurais essayé de trouver quelqu'un à Los Angeles pour l'aider. Longtemps après son décès, j'ai ressenti une énorme culpabilité d'avoir laissé notre amitié s'éteindre. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas eu de véritable rupture. Nous ne nous étions pas disputés,
Il n'y avait pas de rancune entre nous. J'ai simplement pensé, bêtement, que j'aurais toujours plus de temps pour reprendre contact avec elle lorsque je serais moins occupé. Le décès d'Yvette m'a appris qu'aucun d'entre nous ne devrait jamais penser qu'il y a toujours plus de temps. Il n'y a qu'aujourd'hui, et je regrette de ne pas avoir fait plus d'efforts pour rester en contact avec elle. Quand je pense à tout ce que j'admire et respecte chez Yvette, son immense sens de l'humour, son honnêteté sans faille, son talent d'actrice, sa chaleur et sa compassion inébranlables pour les gens et les animaux, je me rends compte que c'est son cœur incroyable, que je continue d'aimer, et qui me manque le plus. Pour moi, c'est son plus grand héritage. En cette époque de narcissisme rampant, d'ego surgonflé, de tant de gens qui essaient de se surpasser à tout bout de champ, il est particulièrement rafraîchissant de se connaître une personne totalement dépourvue de prétentions. Et croyez-moi, c'était Yvette Vickers. C'était une femme adorable et un être humain splendide. Et elle me manquera toujours. Son demi-frère Perry Palmer, qui n'avait appris son existence qu'à l'âge adulte et qui ne l'avait jamais croisé qu'épisodiquement, prit la parole pour honorer sa mémoire devant 29 personnes présentes à l'église épiscopale de tous les saints de Beverly Hills, qui offrit de payer ses obsèques. Une courte cérémonie de 30 minutes avant que chacun ne se sépare. À la presse, le vieil homme raconta que sa sœur, qui souffrait d'une dégénérescence maculaire, s'était coupée volontairement de tous. Nous lui avons envoyé des lettres après lettres, sans réponse. Nous lui avons envoyé des cartes à chaque Noël, sans jamais aucune nouvelle de sa part. La seule adresse que nous possédions était une boîte postale. La maison, évaluée à 499 000 $, fut vendue à 275 000 $ et finalement démolie. Le terrain est aujourd'hui estimé à plus de 684 000 $. Une palissade masque depuis le chantier qui se résume aux anciennes fondations disséminées parmi la végétation. La société de déménagement engagée par Perry Palmer débarrassa ses affaires à la hâte le jour même de ses funérailles. Lorsque le camion s'éloigna vers une déchetterie, quelques passants s'émurent de voir des débris de verre sur le tarmac. Sur la route, éparpillés, ne restaient de sa présence que quelques posters déchirés, des coupures de presse et des photos jaunies de sa jeunesse au cadre brisé. La citation du philosophe Antonio Gramsci se glisse derrière ce camion engagé vers sa funeste destination. Le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Des monstres d'indifférence, des monstres d'égoïsme. Inlassablement, les mêmes petits drames intimes au fil de l'eau, au fil du temps, lente agonie à peine dévoilée sous leurs oripeaux de dentelle surannée sur leur oublié, qui frappent les mendiants, les cœurs solitaires, les déclassés, les dispersés, les exilés du succès, les démissionnaires du bonheur, tous décrassés de leur phare. Et les vedettes de cinéma passaient de la lumière à l'obscurité, obsolètes comme le sont devenus les majorettes de nos kermesses et les napperons au crochet sur les buffets de nos aïeuls. Nous ne sommes que les particules d'un festin jeté dans les poubelles du temps, dont les invités ont quitté la table les uns après les autres dans le silence parfait du purgatoire de nos mémoires.
Tout avait pourtant commencé par un grand éclat de rire. De quelques secondes, jusqu'au néant, de quelques éternités. Merci à tous pour votre écoute. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle histoire. À très bientôt.